Bien. Alors, on a parlé pour le moment surtout de la place respective de la guerre et du dialogue. Et maintenant, on va aborder plutôt l'articulation entre la recherche et le dialogue. Donc, en gardant évidemment à l'idée le contexte difficile dans lequel travaillent les chercheurs. Voilà, donc les deux questions principales qu'on avait envie d'aborder avec vous cet après-midi, c'est au fond, quelle recherche est utile aujourd'hui et en quoi est-ce qu'elle peut servir le dialogue et quel type de dialogue. Donc pour cela, nous avons invité des sommités de la recherche et du dialogue. Alors d'abord, je commence par vous, Michael Marx, donc qui est arrivé d'Allemagne. Vous avez étudié l'arabe et l'islamologie en Allemagne, à l'INALCO à Paris et à l'université de Téhéran. C'est pour ça que vous êtes parfaitement francophone. À l'Académie des sciences humaines de Berlin-Brandebourg, vous dirigez le projet Coranica. Non, donc, Corpus Coranicum. Alors, Corpus Coranicum, qui est l'autre. Donc, vous nous direz en quoi il consiste et quelles ouvertures il pourrait permettre à l'avenir. Voilà, donc votre travail consiste essentiellement à travailler sur les premiers manuscrits et les traces écrites du Coran. Donc vous nous expliquerez. C'est ça, c'est-à-dire on s'est lancé dans un projet qui a maintenant 10 ans, qui tâche à décrire une histoire du Coran, la transmission du texte, mais aussi l'environnement. Umwelt, l'environnement dans le sens de contexte historique, les autres sources qui nous permettent à concevoir le contexte, c'est-à-dire les premiers adressés par la proclamation de Mohammed. Le troisième volet dans notre projet, c'est un commentaire basé sur les premiers volets qui envisagent le texte dans une chronologie. D'accord. Ensuite, donc, Jean Drouel nous a parlé tout à l'heure de son travail de directeur de l'IDEO, mais il ne nous a pas dit qu'en plus de son travail de chercheur et de directeur, il était aussi membre de la commission mixte qui s'est recréée, on peut dire, entre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et Al-Azhar. Et il est aussi l'auteur, tout récemment, de « Je crois en Dieu, moi non plus », introduction au principe du dialogue interreligieux, qui lui a valu un sacré succès à Lourdes ces derniers jours, paraît-il. Vincent Feroldi, donc vous êtes prêtre depuis 40 ans et vous dirigez le service national des relations avec les musulmans de la Conférence des évêques de France. Donc historien de formation, vous avez vécu plusieurs années au Maroc et à Lyon, donc dans le diocèse de Lyon, vous avez été longtemps aumônier d'hôpital et de prison et vous avez aussi dirigé le service diocésain pour les relations avec les musulmans. Voilà, donc vous êtes la sommité du dialogue aussi parmi nous. Et donc, Augustin Jaumier, normalien, agrégé d'histoire, vous avez consacré votre thèse au réformisme islamique dans l'Algérie coloniale et vous êtes aujourd'hui maître de conférence en histoire du Maghreb au département des études arabes de l'INALCO. Et vous êtes accessoirement le petit-neveu du père Jacques Jaumier, fondateur de l'IDEO. Vous direz comment vous vivez aussi cet héritage, peut-être. Bien. Ça doit être très simple à gérer. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec vous, Vincent Feroldi, pour que vous nous disiez dans ce que vous entendez, vous, donc en France, au sein de la société et notamment de l'Église catholique, quelles sont les attentes que vous percevez en termes de connaissance de l'islam et est-ce que ces attentes ont évolué depuis les attentats des années 2015-2016 commis au nom de l'islam? Alors, comme vous l'avez rappelé, je suis historien de formation, donc j'ai envie de prendre un peu plus de durée, pas seulement ces 2 dernières années qui auraient été un moment de changement. Et puis, j'ai eu aussi dans mon parcours d'être directeur de communication dans le diocèse de Lyon, ce qui fait que j'observe attentivement à travers les médias, les réseaux sociaux, ce qui peut se dire et se vivre. Et c'est vrai que, je dirais, il y a une évolution, mais il faut remonter à la limite les années 70, c'est-à-dire quand déjà la politique du regroupement familial est possible, il y a ensuite le choc pétrolier et qui va modifier déjà au cœur même de la société française et plus largement le regard, le rapport par rapport à... Alors, est-ce qu'il faut dire avec la communauté maghrébine, avec la communauté arabe ou la communauté musulmane?
déjà les adjectifs que l'on retiendrait donnent déjà des orientations de ce que peut être le regard de la société française et de l'Église. Et puis, par la suite, avec finalement la prise de conscience, si je prends de l'Église catholique, qu'elle n'est plus peut-être encore majoritaire si on prend les registres de catholicité qui permettraient de dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui est baptisé catholique. Mais l'Église catholique prend peu à peu conscience qu'elle devient finalement une religion parmi d'autres, qu'elle est finalement, elle fait partie des minoritaires, et donc cet effet un peu peau de chagrin face à une montée identitaire, mais de toute la société, des identités, mais qui fait que la communauté musulmane, peu à peu, s'affirme non seulement par le nombre. Aujourd'hui, on estime en France, le chiffre qu'on peut avancer serait au lourd de 5 millions, de personnes résidant en France et disant de la communauté musulmane, mais qui s'affirme aussi par des revendications. Et là, on peut prendre à partir des années 80, il y a l'affaire, la question du voile, la question des signes ostensibles, la question du halal, etc. Et puis, si on prend alors ces dernières années, donc je peux parler d'un temps de guerre, j'ai compris qu'il ne fallait pas parler de guerre, mais quand même dire un temps de violence, ça peut être 2001, le 11 septembre, mais par la suite, une violence qui va être de plus en plus prégnante dans notre environnement et qui, alors là, effectivement, juin 2014, la naissance de l'État islamique, et au niveau de la communauté catholique, on va avoir premier choc qui va être autour de la question des chrétiens d'Orient, tout en sachant, et c'est là aussi où on dirait le discours médiatique influence, je crois, très fortement nos contemporains, puisque dès juillet 2014, dans certains milieux catholiques, on va parler de génocide, on va parler de persécution des chrétiens, alors que si on regarde l'été 2014, ces mots sont inappropriés. Et il faudra en fait attendre février 2015, c'est-à-dire avec l'assassinat des Coptes sur les rives de Libye, où là on pourrait parler effectivement de chrétiens qui sont tués. Mais donc 2014, la question des chrétiens d'Orient qui va devenir très prégnante et donc qui va amener à une peur de l'islam. Après, on a ensuite les attentats, et en particulier du Bataclan, et où là, on sent que, et même la communauté musulmane française, les responsables nationaux sont obligés de modifier leur langage, puisqu'on pourrait dire, avant le Bataclan, les responsables musulmans français disent « mais tout ça, ça ne nous concerne pas, c'est pas l'islam ». Sauf que le communiqué de revendication au samedi matin 14 novembre est tellement imprégné de matériaux musulmans, du Coran, qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de responsables religieux vont dire « ce n'est pas l'islam que nous prônons ». Sous-entendu, ceux qui ont agi, effectivement, sont des musulmans. Et puis, alors c'est, je crois, l'événement de 2016, c'est-à-dire l'assassinat du père Jacques Hamel, qui, mettant au niveau, je dirais, de la société française en général, que de la communauté catholique, que de la communauté musulmane, il y a pour moi là un avant et un après, parce que l'assassinat d'un homme de Dieu, un prêtre, dans un espace sacré, une église, au moment de la prière la plus importante en milieu catholique, et on pourrait dire un prêtre, c'est peut-être le dernier auquel on aurait pu s'attendre qu'il soit assassiné, ça aurait été le cardinal de Paris, on aurait compris d'une certaine manière. Mais voilà, un prêtre inconnu et à la limite dans un petit village. Et donc il y a pour la société française la prise de conscience que tous nous pouvons être touchés et atteints. Donc nous sommes tous concernés. Et puis la prise de conscience aussi que là il y a une espèce d'impensable qui aujourd'hui peut être pensé. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment cette réaction de se dire on ne peut pas laisser faire les choses. Et donc, je dirais, pour moi, dans ce que j'observe, s'il y a eu, pour une part, un courant, entre autres catholiques, mais aussi ailleurs, qui va être alors de défiance et de rejet total, et de dire, finalement, l'islam, c'est l'ennemi numéro un. Il y a en même temps une prise de conscience, tant au niveau des musulmans que de chrétiens, et puis de citoyens, de se dire, il faut vraiment maintenant inverser la vapeur, et que si l'on veut vivre ensemble
si on veut que la société française perdure avec ce qui sont ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, et j'ajouterais solidarité, il faut agir. Alors peut-être tout à l'heure, on pourra évoquer qu'il y a des signes d'espérance possibles. Est-ce que ce désir d'agir se traduit par une envie de mieux connaître ? Est-ce que c'est ça aussi ce qui remonte jusqu'à vous, en dehors de la peur et de l'effroi qu'on a bien senti dans ce que vous disiez ? Est-ce qu'il y a une envie de connaissance ? Et est-ce que c'est la raison donc, pour laquelle vous avez créé cette année quelque chose qui est quand même nouveau, qui est un groupe mixte de recherche et d'études au sein du Service national des relations avec les musulmans, dans lequel les dominicains sont d'ailleurs très présents ? Alors, sans oublier qu'il y a de toute façon quand même une minorité qui reste dans le rejet. Effectivement, et c'est pour ça que l'assassinat du père Hamel me semble une date clé importante, au lendemain de cela, il y a un développement de se connaître et peut-être d'abord de se rencontrer. Donc il y a eu ces journées portes ouvertes organisées par exemple dans pas mal de mosquées, il y a eu la venue à l'invitation du bureau du Conseil français du culte musulman, de musulmans à la messe du dimanche qui avait suivi l'assassinat du père Hamel. Et puis, il y a eu une demande assez importante de conférences, de sessions où l'on puisse justement mieux connaître l'autre, voire mieux se connaître. D'où aussi, et je vois dans le travail que fait le SNRM, le service dont je m'occupe, l'importance que ces temps, par exemple, de formation, de rencontre, soient toujours, j'irais, à deux voix. C'est-à-dire que ce que l'on dit de l'autre, l'autre doit pouvoir l'entendre. Et donc, c'est très important, soit d'écrire des livres à quatre mains, soit de ne pas dire, moi, je vais parler de moi, catholique, je parle de l'islam. Bon, je vais peut-être en parler, mais c'est important qu'au même moment, il y ait là un musulman qui va en parler. Et ça, je pense, c'est très, très important. Oui, d'où le comité mixte composé de musulmans et de chrétiens. Alors, effectivement, ma responsabilité est avant tout d'être sur le terrain, mais ma formation, et puis que foi et raison, ça doit toujours marcher ensemble. Il nous a semblé important au niveau du SNRM surtout dans ces temps où des choses nouvelles doivent naître, de créer, pour l'instant, quelque chose d'informel. Et j'en sors, on a eu 3 jours de session, et effectivement, je réalisais en écoutant Jean que j'avais avec moi 3 ans de vidéo pendant tout ce week-end. Ce qui montre que il y a des partenariats qui se créent. Et l'appellation qu'on a donnée actuellement à ce groupe, c'est groupe de recherche, de théologie, de recherche théologique et pastorale. Alors les musulmans me disaient pastoral, mais pasteur, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais c'est une manière de dire c'est important de faire de la recherche fondamentale, mais finalement appliquée, c'est-à-dire en se mettant à l'écoute du terrain qui est le nôtre. Alors j'ai été très embêté en écoutant M. Félix Paganon, parce que vous vous en êtes pas rendu compte, c'est quand votre plan reprend d'une certaine manière tout le travail qu'on a fait ce week-end, puisqu'on essaye de travailler présentement sur une théologie islamo-chrétienne du dialogue. Bon, donc on puisse ensemble la penser. Et donc ça suppose effectivement se poser la question, mais est-ce qu'il faut encore dialoguer ? Comment, avec qui ? Et on reprend votre plan, les questions fondamentales, c'est celles qu'on veut approfondir. Et c'est là aussi un signe d'espérance, puisque on avait donc avec nous 5 chercheurs musulmans, certains imams, d'autres plus du côté universitaire. Et c'est ensemble qu'on essaye, d'une part, de s'écouter. Et c'est là où on se rend compte qu'on est finalement chacun dans nos paradigmes, mais que c'est pas si facile que cela si à la clé, on veut réussir à dire ensemble ce que peut être pour aujourd'hui une théologie du dialogue. Mais alors, voilà. On reviendra aussi au dialogue dans la deuxième partie. Pour le moment, donc, je voulais donc rester sur cette problématique encore de quelle recherche a-t-on besoin aujourd'hui ? Donc, Augustin Jaumier, vous êtes chercheur, mais vous n'êtes pas non plus complètement absent, j'imagine, des réseaux sociaux, et vous entendez un peu quand même le bruit du monde autour de vous. Comment est-ce que vous entendez ces questions de la société ? Comment elles orientent éventuellement vos recherches ? Comment est-ce que vous vous posez cette question
du besoin actuel. Est-ce que ça conditionne ou ça oriente le choix de vos sujets, la manière dont vous écrivez vos articles, etc. Merci beaucoup. Oui, en effet, je ne suis pas extrait de la société, j'en fais partie. C'est peut-être une première réponse. Je vais répondre à deux plans, à deux niveaux. Sur un plan personnel, peut-être d'abord comment on en vient à un sujet, sachant que justement on émane d'une société. Alors c'est pas tellement les réseaux sociaux, je pense, qui conditionnent qui nous mènent à des objets. Mais moi, en l'occurrence, dans mon parcours, c'est une expérience de coopération en Algérie et des questions que je me suis posées en Algérie qui m'ont mené à mon sujet de thèse, donc à ce premier gros travail que j'ai entrepris. Je n'ai pas encore fait beaucoup d'autres. C'est les questions d'un jeune Français d'une société postcoloniale qui s'interroge sur la colonisation, sur les transformations culturelles profondes que les populations colonisées ont vécues, sur la façon dont l'islam a été reformulé à cette période. Et je crois que les questions que je me suis posées sont vraiment en écho avec des questions essentielles pour la société française aujourd'hui. Et à un deuxième niveau... et algérienne, d'ailleurs. Et pour la société algérienne aussi, oui bien sûr, ou les sociétés du Maghreb. Et à un deuxième niveau, peut-être plus institutionnel, je saisis la perche de votre question pour répondre peut-être à des questions qu'on peut se poser face au travail des universitaires, se demander s'ils sont dans leur tour d'ivoire. Je pense que plus que les réseaux sociaux, les cours sont pour nous la relation avec les étudiants et vraiment le lieu d'une relation et d'un questionnement sur nos propres questions. C'est à eux avant tout qu'on a à répondre en tant qu'universitaire, et donc nécessairement on répond par là aux questions de la société, et puis leurs questions nous déplacent et nous amènent vers nous amènent à répondre. Un deuxième élément, c'est peut-être alors notamment depuis les attentats de 2015, il y a eu quand même une certaine je dirais pas pression, mais des incitations des autorités, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à répondre à ces questions. Notamment, le CNRS a lancé à la fin de l'année 2015 un appel dans lequel un appel à projet, en fait. Donc, le CNRS proposait de financer des projets émanant des chercheurs pour répondre. Alors, ça liait un peu maladroitement islam et radicalisation. Et pas tous, quand même. Pas tous, mais au moins il y avait des sujets qui étaient vraiment sur l'islam en France, l'islam du quotidien. C'est l'appel qui était un peu maladroit, mais les chercheurs sont plus malins. Et, ils sont libres de leur répondre. Et alors, moi, par exemple, j'ai participé à un projet qui essayait de décoder tous ces mots en isme, réformisme, salafisme, wahhabisme, qui sont vraiment des mots valises derrière lesquels on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et donc, on a fait un ouvrage avec comme idée... à plusieurs chercheurs, qui a été publié aux éditions du CNRS. Et notre idée, c'était de donner des clés, notamment pour un public cultivé, donc par exemple pour des journalistes, pour des profs du secondaire, pour essayer de comprendre la formation de ces ismes, leur évolution dans le temps, et la relation entre doctrine et idéologie. Voilà, c'est un exemple. Et alors, pour aller plus loin, parce que vous avez parlé effectivement de ces projets du CNRS, alors je ne suis pas très à mon aise avec l'idée du fait que d'un mal puisse sortir un bien, mais c'est plus une question pour les théologiens, voilà, je ne m'avancerai pas. Est-ce qu'on peut dire que finalement, de cette crise, ou parallèlement à cette crise, ou à l'occasion de cette crise, pourrait survenir un renouveau de la recherche française sur l'islam ? Là encore, ça amène deux réponses. Une première, c'est peut-être qu'il ne faut pas non plus qu'on soit complètement conditionné justement par cette actualité. Il faut, en notre rôle de chercheur, qu'on soit dans l'université, qu'on soit dans l'église ou ailleurs, c'est aussi de prendre dans un premier temps le recul nécessaire pour ne pas tomber dans les panneaux qui sont tendus par l'actualité. Et alors ensuite, est-ce qu'il peut en sortir un bien ? Je ne sais pas, mais un mieux, oui. C'est-à-dire que il y a eu en fait une convergence avant même que les attentats
ait lieu et que les autorités ministérielles se réveillent un peu sur ces questions-là. Il y avait un travail de réflexion qui avait été entrepris, un livre blanc qui faisait l'état des recherches en France sur le Moyen-Orient, sur les mondes musulmans, qui montrait une crise. Donc tout ça était déjà sorti et du coup le cabinet du ministère n'a eu qu'à prendre ce qui avait déjà été fait pour proposer des solutions. Enfin, je caricature un peu, mais ça a été l'occasion, notamment, c'est ce qui a conduit le ministère de l'Enseignement supérieur à créer des postes autour de l'étude de l'islam et des sociétés musulmanes 2 années de suite, donc ce qui est quand même un effort remarquable dans un contexte où on ne crée pas vraiment de postes. Et du coup, alors dans les domaines qui étaient notés comme étant particulièrement faibles, il y avait donc l'étude du Maghreb, l'étude de l'Iran. Il y avait, je crois, de façon générale, tout ce qui est théologie musulmane. Et donc là, il y a vraiment, en tout cas notamment pour la théologie musulmane, les autres non, il y a eu vraiment beaucoup de recrutements qui ont été faits. Alors maintenant, il faut laisser un peu de temps aux profs, parce qu'on ne forme pas des étudiants en 1 an ni en 2 ans, mais il faut une génération, mais on peut espérer que ça apportera des fruits, oui. C'est ce que nous disait Jean aussi pour l'idéo tout à l'heure. Ça prenait beaucoup de temps. Michael Marx, alors peut-être que vous pouvez nous donner aussi votre éclairage à vous. Comment est-ce qu'on travaille sur le Coran en ce moment, alors que je ne sais pas si on n'en a jamais entendu parler, mais vous voyez, quand il y a une telle effervescence sur le sujet, comment est-ce que ça impacte votre travail de chercheur? Merci. Nous travaillons sur l'histoire d'un texte qui occupe d'une certaine manière le cœur de la vie spirituelle d'une large communauté religieuse dans le monde, avec plus de 1,3 milliard de musulmans. Dans le contexte allemand, plus de 4 millions. Et qui plus avec une entrée de la part du public, du grand public, en croissance. Et contrairement nous, comme chercheurs dans le domaine, dans une discipline philologique, contrairement à nos collègues qui pratiquent la recherche sur les textes anciens, égyptiens, mayas, mésopotamiens ou autres, dans les traditions religieuses respectives sont plus portées par des communautés vivantes, l'étude du Coran se retrouve tout en concurrence avec des interprétations différentes qu'élaborent les communautés religieuses d'aujourd'hui. Dans la mesure où notre travail est un travail académique, philologique, nous ne sommes pas en véritable concurrence, je trouve quand même, avec l'exégèse d'une communauté précise. Malgré l'absence de clergé en islam, il y a quand même l'idée des guides et des autorités, des groupuscules, des courants, et peut-être rarement ou trop rarement, les données ou les résultats de la recherche sont utilisés par ces gens-là. Donc il y a un clivage, mais en même temps, on se retrouve dans un domaine où la tradition est portée, contrairement, disons, à des philologies un peu mortes. Mais alors, est-ce que vous avez, comme ce que disait Jean tout à l'heure, le souci de la réception de vos travaux dans le monde arabophone? Est-ce que vous arrivez à créer des ponts avec certains? Oh, certainement, hein. C'est-à-dire dans le contexte allemand d'un côté, mais aussi dans un contexte plus large, c'est-à-dire on a des contacts, des rapports formalisés, non formalisés, avec des institutions dans le monde musulman, et heureusement, même dans le domaine des manuscrits coraniques, un domaine qui n'a jamais existé comme véritable discipline à l'intérieur de la tradition savante musulmane, on se retrouve après 10 ans de notre travail, dans une situation où, par exemple, dans un pays comme l'Iran, il y a un nombre petit, mais quand même des gens qui s'intéressent de plus en plus à cet aspect de la recherche. En Turquie, pareil. Ils viennent vous voir, donc ils vous sollicitent aussi? Oui, ils viennent nous voir, ils viennent en France pour voir François Desroches au Collège de France, ils viennent à l'Académie de Berlin. Nous, on fait des conférences, on a des contacts, on vient de signer un accord avec le Musée national, comment s'appelle, Musée national à Téhéran, pour étudier dans un projet soutenu par le ministère de la Recherche allemande les manuscrits qui sont dans les collections iraniennes, etc. Donc, disons, il y a du mouvement. Et aussi une certaine ouverture.
Et est-ce que même on pourrait dire que les questions actuelles rejaillissent sur votre travail, la manière dont vous constituez cette édition critique? Oui. Disons, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a peut-être pas mal notre travail est suivi. Nous publions des publications numériques. On est forcé par la loi allemande. Tout ce qu'on fait, ça doit être diffusé gratuitement. On n'a pas le droit de faire des livres qui sont vendus, sauf sous condition qu'elles soient mises aussi dans le numérique gratuitement, parce que le contribuable allemand a déjà payé. C'est ça la logique en Allemagne. Je trouve ça pas du tout plutôt raisonnable. Hein. Voilà. Parmi nos travaux, on prépare un catalogue. C'est le premier catalogue des anciens manuscrits du Coran en ligne, de préférence avec l'image. Si on n'a pas l'image, on donne des données sur le manuscrit, parfois des translittérations, pour montrer une piste pour comprendre l'histoire du texte du Coran. Alors, question technique, votre question? Oui, comment dans votre travail au quotidien, oui, est-ce que vous tenez compte des questions vraiment actuelles, ultra-contemporaines, de l'état du débat actuel? Ou est-ce que vous en tenez compte ou pas? Peut-être moins. Dans le contexte allemand, disons, on se trouve plutôt en troisième rangée, in der dritten Reihe, comme on dit en allemand. C'est-à-dire, il y a en première rangée peut-être les théologies musulmanes, comme vous le savez. En Allemagne, il y a 6 chaires dans 6 universités. On a créé des chaires de théologie musulmane récemment. Dans un pays où l'État et l'Église ne sont pas strictement séparés, la création des chaires de théologie, quelle que soit la confession, est une possibilité que nous, on a, peut-être plus facile qu'en France, où cette option ne reste que dans les 3 départements, 57, 67 et 68. Dans toute discussion concernant la pensée religieuse, disons, en deuxième rangée, il y a, disons, l'islamologie peut-être. On a une vingtaine des chaires en islamologie dans les universités allemandes, une poignée de départements pour les études arabes, personnes, etc. Et nous, notre projet, qui est plutôt un projet de recherche fondamentale, se trouve très peu exposé. Néanmoins, notre travail est suivi. Ça, c'est aussi bien dans le numérique. On peut suivre, on peut voir d'où viennent les clics et les lecteurs. Est-ce qu'ils restent sur notre site? Et vous le regardez, ça va? Oui, c'est quelque chose que vous suivez. Je regarde, effectivement. Ça m'intéresse terriblement de comprendre. Qui vous lit oui. Et en de plus, quel dans pays, le site que vient d'évoquer mon voisin, Jean Druel, oui. Le site Tafsir. Ils vous suivent aussi? Oui, ils nous suivent aussi, mais il y a du mal à nous suivre parce que nous, hélas, on publie en allemand. Ouais. On est en train de préparer un site multilingue, mais c'est un peu compliqué. Mais il suit notre travail. Et il y a parmi eux apparemment des gens qui peuvent traduire, c'est-à-dire eux, ils mettent à disposition des autres. Non, c'est l'idéo qui va traduire. Où est-ce qu'il faut cliquer pour avoir accès à un manuscrit du Coran, etc. Bon, là, on peut s'imaginer, il y a un mélange de rejet, admiration, critique, tout à la fois. Et le nombre est quand même considérable de nos lecteurs du côté musulman, si j'ose dire, qui disent ouais, ils font peut-être la bonne chose, mais sans doute pour des mauvaises raisons ou pour des mauvaises motivations. Dans le mois voilà, vous voyez un peu, c'est mixte. Je me suis jamais retrouvé devant auditoire, même grand public, en Iran ou dans un pays arabe, où les gens disons, avaient un refus total ou des agressions ou des... Non, c'est plutôt là, il y a une piste historique, quelque chose qui est totalement peut-être absente en théologie musulmane, mais il faut aussi être honnête, il faut dire aussi dans la recherche occidentale, l'approche historique est rare.
c'est-à-dire demander aux islamologues en France ou en Allemagne comment ils regardent les choses. Très peu des chercheurs emploient par exemple des inscriptions, des données archéologiques de la péninsule arabe. Nous sommes tous, si j'ose dire, formés par des gens qui ont un peu appliqué ce qu'ils ont vu dans la théologie aussi. Je parle de l'islamologie. Et lorsqu'on applique une approche historique au Coran, au contexte historique dans lequel le Coran, la première communauté musulmane, a été formée, on se retrouve avec les inscriptions, les données archéologiques. C'est difficile pour nous à lire. Nous, on n'a pas cette formation en tant que philologue. Voilà. C'est-à-dire l'absence d'une approche historique, ce n'est pas la particularité de la tradition savante musulmane, mais aussi une absence peut-être dans notre propre discipline de l'islamologie d'aujourd'hui. Bon, elle est bien présente, en tout cas aujourd'hui, la dimension historique, puisqu'on a eu Dominique Avon tout à l'heure et que Jacqueline Chaby nous parlera après. Donc au moins là, aujourd'hui, elle n'est pas absente. Pour préciser, ce que je voulais dire, elle n'est pas absente parce qu'on a je voulais dire, il y a un clivage. Si on écrit l'histoire du Coran à partir des éléments datables du 7e siècle, c'est autre chose par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, on fait emploi des sources narratives qui ont été rédigées, formées 2-3 siècles après. C'est-à-dire, il y a le clivage entre l'histoire qui se base sur l'évidence datable et sur les textes narratifs. Et ça donne autre chose. Je ne veux pas ici lancer l'idée d'une contre-histoire, mais on est très loin d'avoir tout fait pour s'appuyer sur les deux. D'accord. Alors, Jean, toi, en tant que directeur de l'IDEO, comment est-ce que vous posez cette question des attentes de la société, de l'Église aussi, parce que j'imagine que vous écoutez les deux, enfin l'un imbriqué dans l'autre. Et est-ce qu'au fond, la crise actuelle dans le monde musulman que tu as bien décrite tout à l'heure vous a fait évoluer dans la manière dans votre manière de travailler à l'IDEO? Merci. Moi, je vais répondre un petit peu comme Augustin tout à l'heure, c'est-à-dire une réponse qui d'abord est personnelle. D'une certaine manière, les sujets de recherche que l'on travaille, on ne les choisit pas dans le sens où ils s'imposent un peu à nous. C'est notre histoire, c'est d'où on vient, c'est nos goûts personnels. Et on ne peut pas réussir une recherche sur commande. Par exemple, moi je vois bien à l'IDEO, c'est impossible de dire à un frère tu vas travailler tel sujet parce qu'on en a besoin, parce que la question se pose, c'est absolument impossible. La recherche, elle vient des tripes, elle vient de son passé, elle vient de ce qu'on a vécu, elle vient... Donc voilà, j'ai trouvé ça très juste de la part d'Augustin de commencer comme ça, et c'est comme ça que je veux commencer aussi. D'une certaine manière, j'ai pas choisi de travailler sur la grammaire médiévale, c'est comme ça que je suis fait, et pas plus que Adrien travaille sur l'épistémologie d'Ibn Taymiyya ou René Vincent sur l'éducation chez les Mamelouks. Voilà, c'est des choses, donc il faut dire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche sur commande en se disant tiens, demain je vais travailler ça parce que on me le demande. La recherche, c'est quelque chose d'extrêmement personnel qui vient de très loin, et c'est pas des choix politiques. Alors on peut le regretter, mais c'est pas d'abord des choix politiques qui motivent la recherche. Et puis à l'IDEO, bon, on en a déjà, on en a beaucoup parlé. Il y a eu, tous les deux, il y a eu avant et après le Bataclan. Je pense que pour nous, c'est pas tellement l'assassinat du père Hamel qui a été le tournant, c'était l'attentat au Bataclan. Les frères du Caire me disent, c'est parce que moi j'étais à Paris ce jour-là, peut-être. C'est-à-dire que j'ai pris conscience, et là j'étais directeur de l'IDEO, donc je me suis senti un peu responsable de faire quelque chose, de dire quelque chose. Je me suis dit, on ne peut pas travailler en Égypte
sur des sujets qui nous tiennent aux tripes, et puis ne rien avoir à dire, ne rien répondre aux gens qui en France nous posent des questions. À l'époque, il y avait encore une majorité de Français dans l'équipe des Frères du Caire. On a été très touchés par cet attentat. Et alors, il s'est passé ce qui s'est passé déjà plusieurs fois dans l'équipe de l'IDEO, c'est que j'ai lancé une grande discussion parmi tous les membres, les 25 membres, en disant il faut qu'on fasse quelque chose, peut-être qu'on trouve un projet commun. On n'a pas réussi parce que chacun a des projets différents et fait déjà pas mal de choses. On n'a pas réussi on a pensé à faire des éditions bilingues de textes, on a pensé à faire rééditer des textes classiques, c'est-à-dire ce qu'on travaille nous, qui sont réutilisés par les djihadistes et interprétés de façon totalement aberrante, donc pour les proposer à la lecture. Et puis on n'a pas réussi à faire un travail c'est très lourd en fait comme travail à faire, et chacun est déjà pris par ses propres sujets de recherche. Et donc en fait on a eu deux réponses concrètes. La première, c'est que on a diffusé un maximum la conférence du frère Adrien Candiar qu'il a faite donc très peu de temps après l'attentat du Bataclan. Sainte-Clotilde. Qu'il a faite à Paris, à Sainte-Clotilde, une conférence qui a eu un très gros succès et qu'on s'est empressé de traduire en 3 langues, donc traduire en 2 langues, en anglais et en arabe, et énormément diffusé, en se disant que c'est une réponse, mais ça vaut la peine d'être, plutôt que de se donner un nouveau projet de recherche, de prendre ce qu'on fait déjà et de le diffuser. Donc ça s'est ensuite transformé en un petit livre qui a eu un succès absolument incroyable, que je trouve totalement mérité. C'est-à-dire c'est quelque chose de très lisible, quelque chose qui remet bien les choses en face, les événements en perspective, qui ni ne diabolise l'islam, ni ne présente une vision totalement irénique, qui est très nuancée, historique, qui met de la théologie en comparaison et en regard avec de la sociologie, etc. Donc voilà, c'était une première réponse à très court terme. La deuxième réponse que j'ai faite, les membres de l'IDEO qui sont ici savent que je les encourage énormément à répondre à toutes sortes de sollicitations que nous recevons. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de... Voilà. Et donc j'essaye au maximum d'encourager les membres, chacun selon sa spécialité, à répondre aux sollicitations qui nous viennent de trois, principalement surtout depuis Vue du Caire, de 3 groupes différents, beaucoup de diplomates. Il y a, ça on le voit à travers la lettre d'information mensuelle de l'Institut, on a toutes les semaines des diplomates qui occupent différents postes d'ambassadeurs ou de conseillers politiques, économiques, etc., toutes les semaines, qui viennent à l'Institut rencontrer les chercheurs pour poser des questions. Donc des diplomates, des journalistes, énormément de journalistes. C'est pareil, c'est hebdomadaire, qui nous demandent des reportages, des interviews, ou simplement juste de relire un texte pour vérifier que... Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça et qui sont à ma gauche. Ah bon. Voilà. Donc, et j'encourage. Et puis le troisième groupe, c'est des étudiants qui eux aussi sont perturbés par toutes ces histoires. Étudiants donc en Égypte, étudiants musulmans, des étudiants en France ou ailleurs, qui nous demandent une expertise. Et j'encourage. Là encore, je me tourne vers Dominique. Je lui envoie régulièrement des personnes qui veulent faire des doctorats, des masters, qui ont des problématiques. Je dis Dominique parce qu'il est là, les autres ailleurs aussi. Donc j'encourage énormément les membres de l'Institut à répondre à toutes ces sollicitations parce que voilà, on ne peut pas réellement réorienter notre recherche, c'est extrêmement compliqué. En revanche, je crois qu'il faut pas hésiter à répondre à toutes ces sollicitations. Alors qu'est-ce qu'on offre à ces diplomates, à ces journalistes et à ces étudiants? On leur offre, je pense, 2 choses. 3 choses, disons. Notre expertise, dans des domaines qui sont parfois très limités, mais on leur donne notre expertise dans ces domaines. Mais on leur donne surtout, nos observations. On a la chance, on l'a redit à plusieurs moments, on a la chance à l'IDEO d'être sur des durées très longues. 10 ans, 15 ans, 20 ans de présence en Égypte, l'Institut lui-même, 50 ans, 60 ans, des frères qui viennent en Égypte depuis 30, 40 ans, qui ne sont pas loin d'ici au premier rang, et qui ont une vision
sur la durée. Beaucoup de chercheurs souffrent aujourd'hui de délais très très courts des projets de recherche sur 1 an, 2 ans. Il faut absolument produire des articles. Ils ont 6 mois pour faire une recherche sur le terrain. On a eu un colloque au Caire au début du mois et on était un peu déçus avec Catherine Jaouin, donc, qui est aussi membre de l'IDEO. On était assez déçus de voir que malheureusement ces chercheurs, ils ont maximum 15 jours à passer sur le terrain pour faire des interviews dans les milieux. Alors, frères musulmans, par exemple, ils ne connaissent pas l'historique. Et donc, plutôt que de les critiquer, en fait, on les reçoit. Et on leur dit, écoutez, voilà, vous n'avez peut-être pas vu ça et ça. Est-ce que vous vous êtes posé telle question ? Catherine disait, par exemple, une chercheuse qui fait un travail, une chercheuse belge qui fait un travail sur les manuels scolaires. En fait, elle a travaillé sur les 3 dernières années. Mais Catherine lui a dit, mais dans les années 20, c'était les mêmes manuels scolaires. Et donc, cette perspective historique, voilà, ça, on peut l'apporter. Et puis, des contacts, énormément de contacts. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, je disais ça un peu avec Tafsir, mais ça, c'est pas seulement avec des centres universitaires. Par exemple, voilà, les gens viennent nous voir et disent, on voudrait contacter El-Azhar. Mais ça veut dire quoi, contacter El-Azhar ? Déjà, qui c'est El-Azhar ? C'est quoi son numéro de téléphone ? Où il habite ? Il parle quelle langue ? Et puis, voilà. Et donc ça, on a tout le temps, mais c'est quotidiennement pour le coup, un rôle de pont à faire, traduction un peu, contact, des numéros de téléphone, des rencontres. Voilà, donc je dirais, c'est pas tellement qu'on réoriente notre recherche, ça me semble un peu illusoire. En tout cas, c'est pas du tout notre expérience. En revanche, de répondre à des sollicitations pour leur donner des choses qu'on a et qui sont peut-être pas si facilement trouvables que ça, de l'expérience et des contacts. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec, mais voilà, c'est un peu ça. Tu vois, c'est pas tellement que la recherche va être réorientée. Je peux témoigner de l'utilité de ce travail que vous faites avec les journalistes, et je peux dire qu'il y a eu, enfin, à partir du moment où j'ai découvert que vous aviez des numéros de portable et que vous répondiez sur vos portables, ça a été vraiment un moment fort dans ma carrière de journaliste. Et il y a eu on peut dire un avant et un après. Non, mais en tout cas, vraiment, voilà, c'est pour dire que ce que vous faites, je sais que j'ai toujours l'impression de vous déranger dans vos recherches, mais voilà, c'est extrêmement utile. Alors, peut-être que maintenant, on peut, donc, à partir de cette question sur la recherche aujourd'hui, les recherches, vos différents sujets, etc., la manière dont vous les menez, essayer de se demander dans quelle mesure ces travaux peuvent être utiles au dialogue, et évidemment, avec la question toujours qui revient de quel dialogue. Vincent Feroldi, de quel dialogue a-t-on besoin aujourd'hui dans l'Église ? Alors, après, on pourrait dire après l'assassinat du père Jacques Hamel, mais... Après, voilà, ces événements récents et douloureux. Alors, c'est vrai que si on prend l'Église catholique, qui plus est en France, là aussi, on s'inscrit dans la longue durée, puisqu'on a eu la chance qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sur le terrain, des hommes, des femmes, des prêtres ont été acteurs de dialogue. Et au lendemain du Concile, il y a eu tout ce développement aussi d'une recherche plus fondamentale du dialogue. Et on peut aussi penser, par exemple, aux Grecs, au groupe de recherche islamo-chrétien qui fonctionne toujours à Tunis, à Paris, à Barcelone et dans d'autres lieux. Alors, présentement, si on prend actuellement maintenant, et puisque vous évoquiez l'assassinat du père Hamel, on peut dire qu'au lendemain de l'assassinat, ce que j'appellerais le dialogue de vie, qui est que des gens dans leur quartier, dans leur village, avec des journées portes ouvertes, des thés de la fraternité, voilà, ce dialogue, il est primordial, surtout dans un contexte quand même et sécuritaire et de peur. Et c'est dans la mesure où on osera faire un sourire, tendre une main, se partager à l'occasion, mettons, des grandes fêtes religieuses, des gâteaux, qu'une relation naît. Et à ce moment-là, ça peut aller beaucoup plus loin dans une entreconnaissance mutuelle. Par ailleurs, moi, il me semble très important
que le dialogue, j'allais dire, de fond se continue et même se développe. Et c'est vrai que si on prend ces dernières années, je vois de la part d'un certain nombre d'évêques, par exemple, de dire, c'est très bien de donner des sessions d'initiation sur l'islam, mais il serait quand même enfin temps d'aborder les questions qui fâchent. On entend beaucoup ça, voilà, les questions qui fâchent. Alors, la formule est un peu abrupte, mais ça veut donc dire oser, de se poser des questions importantes qui nous titillent et qu'on a envie de poser à l'autre. Mais ça suppose le respect de l'autre. Et c'est pas si facile que cela dans un certain nombre de milieux de l'Église qui a un regard, j'allais dire, de positif, de bienveillance sur cet autre qu'est le musulman. Et donc ça, c'est, j'allais dire, quelque chose de primordial dans la dimension du dialogue. Mais à partir de là, non seulement ce dialogue qui va être de témoigner finalement de chacun de sa propre foi, à partir du moment où il y a du respect et de la confiance, on peut effectivement aller sur des questions plus importantes et plus profondes. Et puis, troisième dimension du dialogue, et c'est un peu ce que le pape François avait dit en novembre dernier, à la fin du jubilé de l'année de la miséricorde, il avait souhaité rassembler l'ensemble des représentants des religions du monde, là c'était début novembre 2016, et là il a eu un peu cette formule, bon, les conférences internationales c'est bien, les prières pour la paix ensemble c'est bien, mais il serait important que l'on puisse se retrouver ensemble sur le terrain dans le dialogue des œuvres. C'est-à-dire que finalement, ça serait important de pouvoir ensemble se rejoindre et travailler ensemble au service du bien commun. Alors, vous connaissez un peu l'action du pape François. Premier exemple, ça va être à l'égard de toutes les questions des migrants. Ça va être, on le voit aussi aujourd'hui avec les questions qui touchent à tout ce qui concerne le climat. Et donc là, je crois que c'est quelque chose d'important. Et actuellement, mon service procède à une enquête auprès de tous les services diocésains de France pour savoir un petit peu justement qu'est-ce qu'est en 2017 le dialogue islamo-chrétien. Et j'ai été surpris, parce qu'on est en train de faire la synthèse, de découvrir que c'est une des dominantes du dialogue qui apparaît dans un très grand nombre de diocèses, qui est finalement se rejoindre un peu sur le terrain dans un dialogue des œuvres. Et donc là, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer, surtout qu'à ce moment-là, c'est pour le bien commun, et ça ne situe pas seulement des croyants entre eux uniquement, mais des citoyens et des croyants. Alors, peut-être que vous, Michael Marx, vous pouvez nous parler. Alors, on a entendu parler de plusieurs types de dialogues. Est-ce que vous, le dialogue a un sens pour vous dans votre travail? Est-ce que, par exemple, vous pratiquez un dialogue entre chercheurs avec des chercheurs éventuellement musulmans? Enfin, comment est-ce que vous entendez cette idée d'une recherche qui serait au service du dialogue avec les musulmans? Avec le monde musulman. Oui, effectivement, la question du dialogue, elle se pose. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas travailler dans notre domaine sans qu'il y ait de l'interaction. L'interaction enchaîne, produit le dialogue. Certes, nous, comme chercheurs, on pourrait l'éviter, on pourrait se renfermer. Mais je ne sais pas. Du côté de notre projet, nous avons toujours misé sur la transparence et aussi la communication. Cela est parfois accompagné des inconvénients, beaucoup de lettres, beaucoup de visiteurs. Le dialogue est là, on ne peut pas l'éviter. Profitons-en, nous. Voilà. Oui. En même temps, aussi, il y a le dialogue à l'intérieur de l'équipe. Heureusement, l'équipe se compose de plusieurs confessions, plusieurs croyances, musulmanes, non musulmanes, chiites, sunnites, etc. Donc, et aussi, peut-être un troisième élément ici important. Et il est riche, enfin il est possible ce dialogue, en tout cas quand on est chercheur, quand on travaille comme ça, quand on fait un travail vraiment scientifique? Je ne le sais pas, mais disons, pour certains membres de notre équipe,
d'une arrière-fond peut-être religieuse, la question se pose. Mais lorsqu'on travaille ensemble, cela aussi reçoit une autre priorité. C'est-à-dire, on est devant des matières, des sources, on fait un travail un peu pénible, c'est-à-dire on fait une documentation. Donc, en fin de compte, on travaille ensemble, malgré des divergences en croyances. Mais je voulais rajouter un troisième élément, c'est-à-dire la recherche occidentale même est, disons, influencée par un dialogue. Au début, le premier qui a collé les deux mots histoire et Coran ensemble, c'était Théodore et que par son livre L'histoire du Coran, Geschichte des Korans, avant cette période-là, dans la tradition savante musulmane, on ne mettait pas les deux termes Ta'arikh et Al-Coran ensemble. Nöldeke lui-même avait envoyé son article ou son livre au concours de l'Académie royale à Paris, où Ernest Renan avait lancé la question « Écrire une histoire du Coran ». Voilà, ça c'était le dialogue à l'intérieur de l'Europe, et aujourd'hui il continue. C'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve un nombre considérable des ouvrages en arabe, en persan, dans d'autres langues de l'islam, qui s'appellent Tarikh al-Coran. C'est-à-dire, même si dans la vaste minorité de ces ouvrages, on trouve la référence à Nöldeke, parce que pour un nombre considérable de ces auteurs, souvent dans l'apologétique et le polémique, on veut éviter une référence à un ouvrage occidental. Il est là, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas dialoguer, c'est-à-dire on se retrouve dans un monde où... Ces pensées sont en dialogue, ou ces travaux sont en dialogue. Et l'Internet, les médias, ils ont accéléré tout ça d'une manière incroyable. Notre campagne des datations du carbone 14 des manuscrits a eu des retentissements incroyable pour nous. On a eu des chaînes télé à Potsdam devant un immeuble. Nos bureaux sont plutôt fonctionnels, simples, peut-être un peu tristes, mais du coup, des chaînes irakiennes, espagnoles ou des journalistes ont voulu voir ce qu'on fait. Mais en fait, c'est quelque chose de très banal, c'est-à-dire on date le parchemin des premiers manuscrits du Coran du 7e siècle. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc il faut en profiter, mais en même temps, parfois aussi, ça l'inconvénient d'être un peu trop pris par voilà. Sous la lumière. L'inconvénient d'être sous la lumière ou sous Sous la lumière aussi, ça. Nous sommes quand même, une équipe plutôt petite, c'est-à-dire on n'a pas des moyens pour gérer des campagnes, des publicités, etc. Ça, c'est pas notre rôle. Mais en même temps, aussi le bon côté est dans certains endroits dans le monde musulman, il y a maintenant une sensibilité. C'est-à-dire... Et vous êtes repérés? Oui, on nous donne des pistes pour des manuscrits, pour d'autres matériaux. C'est aussi ce côté-là. Bon, tout ça, c'est peut-être en dehors du domaine théologique, mais comme on se trouve peut-être dans la longue durée, ça peut changer les choses. C'est pour ça que je dis c'est peut-être un dialogue de chercheurs, mais en tout cas, c'est un dialogue, d'une certaine manière, c'est un dialogue quand même. C'est un dialogue quand même. Hein. Alors, Augustin, vous, je ne sais pas quel dialogue vous pratiquez. Vous allez nous dire, ou en tout cas, voilà, comment est-ce que vous entendez ce mot dans votre manière à vous de travailler? Alors, en plus, avec l'Algérie, donc un pays sur lequel il y a plein de manières de dialoguer ou plein d'écueils, je ne sais pas pour les dialogues, mais voilà. D'abord, le dialogue des universitaires français, la sainte laïcité oblige, c'est un dialogue non confessant.
Et ce qui, je pense, est une chance, parce que ça nous permet aussi de ne pas assigner des identités religieuses aux uns aux autres. Je ne travaille pas forcément avec des musulmans, et puis il y a plein de façons d'être musulman, et puis il y a des non-croyants, enfin... Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'important, et c'est peut-être, à côté du travail entrepris par l'Église, voilà, une nuance assez riche qu'on peut apporter, même si c'est vrai qu'on ne peut pas passer autant de temps sur le terrain que les dominicains. Il y a peut-être trois types de dialogue, ou c'est aussi 3 temps dans la recherche qui se dégagent, en tout cas à mes yeux maintenant. Il y a un premier élément, c'est en fait notre travail de terrain, qui est nécessairement un travail d'échange et du coup de dialogue. Enfin, c'est un terme qui est assez large, mais voilà, quand on va sur le terrain, moi j'ai travaillé sur des sociétés très conservatrices, très attachées à ce qu'elles pensent être une tradition reçue, alors que c'est beaucoup de choses réinventées, du nord du Sahara algérien. Moi j'ai eu besoin d'accéder à une grande partie de mes sources, étaient dans les mains de bibliothèques privées, d'associations, et donc évidemment on échange énormément parce qu'on n'a pas les documents comme ça, et puis moi ça m'intéresse de parler avec les gens, donc on échange sur des approches, on est nous-mêmes voilà, moi comme historien je suis évidemment touché et mes questionnements sont nourris par la lecture de l'historiographie, des sources produites par ces sociétés. Je crois, c'est peut-être prétentieux, mais je crois aussi que mon regard sur leur histoire a pu les intéresser, notamment la façon dont j'historicise un certain nombre de phénomènes qui sont perçus comme étant des évidences, comme étant des choses reçues, comme étant des choses intemporelles. Alors, il n'y a pas eu de révolution, hein, mais bon, peut-être que ça peut bouger des choses. Un deuxième élément, et qui est aussi un deuxième temps chronologique, c'est le travail avec les collègues. Alors, Michael Marx a complètement raison de dire que, déjà, on est en dialogue entre nous, entre chercheurs dans les champs universitaires français, européens ou de langue européenne, dont ne sont pas extraits un certain nombre d'universitaires du Maghreb qui peuvent aussi être francophones. Et puis il y a aussi le dialogue, alors qui n'est pas toujours facile, avec les collègues. Voilà, pour moi c'est des collègues des pays du Maghreb. Mais Dominique Avon est à la tête d'un projet qui s'appelle EMED et qui vise qui fait rédiger en commun des cours, donc par des professeurs belges, suisses, français, libanais et marocains, qui signent ensemble des cours qui sont disponibles en ligne. Et ça, par exemple, c'est un exemple de dialogue qui, je pense, n'est pas toujours facile, mais il s'agit de se mettre d'accord, d'arriver à écrire ensemble. Et enfin, un dernier point, c'est aussi j'en ai 2, mais je vais aller très vite. Je vois qu'on vous a fait passer un petit papier. Non, il y a aussi le travail avec les étudiants. Enfin, j'avais commencé par là tout à l'heure, mais alors à l'INALCO, peut-être 80% des étudiants sont issus, alors à des degrés divers, et je connais pas leur histoire, mais portent des noms ou des prénoms qui sont souvent d'origine maghrébine. Et donc clairement, j'ai là l'occasion d'historiciser aussi des phénomènes religieux, notamment et je pense de faire bouger certains étudiants. En tout cas, on voit, ils n'ont pas toujours tous des yeux de poisson mort, et on sent qu'on a fait qu'on fait avancer les choses. Et aussi d'ailleurs me font avancer. Et peut-être un dernier point, et en fait ça rejoint un peu ce que disait Michael Marx, c'est que alors moi j'ai commencé aussi mes recherches un peu à la rencontre de l'autre, c'est le titre de notre soirée. En fait on se rend compte petit à petit que d'une part si on travaille sur l'histoire des sociétés du Maghreb avant la colonisation, en fait ça ressemble énormément aux sociétés d'ancien régime, aux sociétés d'avant la Révolution française en Europe. Il y a plein de structures extrêmement comparables, et en fait la colonisation, les projets impérialistes sont fondés sur un discours qui altérise les sociétés majoritairement musulmanes,
Mais en fait, il y a énormément de choses qui sont très proches, donc ça, c'est un élément important. Et une autre chose dont on se rend compte, c'est que cette histoire de la recherche, en fait, ça fait plus d'1 siècle que des orientalistes travaillent avec des oulémas, travaillent en islamologie, et qu'en fait, leur travail a eu un impact très grand. Notamment, un historien canadien, qui est canadien aux États-Unis, a montré récemment comment le terme de salafisme avait vraiment connu une floraison immense à cause de Massignon. Donc, en fait, on doit aussi prendre en compte cette longue histoire d'interconnaissance et entre savants, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Le terme djihad pendant la Grande Guerre, Max von Oppenheim, etc. Voilà. Oui, donc on est nous-mêmes acteurs de ce monde musulman, en fait. Voilà. Enfin, c'est un peu rapide, mais... Et alors, donc, c'était de toute façon ce qui était prévu, mais peut-être que, Jean, avec toi, on peut conclure cette table ronde pour que tu nous dises, toujours pareil, je sais plus, c'est la 3e génération de l'IDEO, comment est-ce qu'elle se pose aujourd'hui, la question de l'articulation entre la recherche et le dialogue. Donc tout à l'heure, tu as dit que effectivement les interlocuteurs avaient bougé, le contexte a bougé, plein de choses ont changé, les frères ont changé. Mais voilà, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour que la recherche serve au dialogue, puisque c'est quand même votre double mission initiale. Voilà, comment est-ce que vous la réinterprétez finalement aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, comment dire, exactement, enfin, je ne veux pas répéter ce que disaient Michael et Augustin. On fait de la recherche dans un contexte de dialogue, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont intéressées par nos sujets. Beaucoup d'entre ces personnes croient, sont musulmanes à différents degrés, comme tu disais, et donc en fait, on fait de la recherche dans un contexte de dialogue. Et peut-être j'ajouterai une touche un peu plus spécifique. Le fait de travailler dans un pays arabe avec des chercheurs qui sont tous quasiment, enfin pour une grosse majorité, des Égyptiens et des Égyptiens musulmans. L'échange qui se passe, c'est que, sans caricaturer trop, c'est que nous apportons beaucoup de méthodes, des méthodes analytiques, des méthodes de sciences humaines, des méthodes... j'ai pas envie de dire critiques, parce que les méthodes musulmanes classiques sont critiques, elles-mêmes critiquent les sources, mais enfin, disons des méthodes occidentales, des méthodes analytiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont nouvelles, qui sont exogènes au monde musulman, critiquent d'une autre manière. Donc nous, on apporte beaucoup ça, et eux sont très en demande de ces méthodes. C'est ce qu'ils demandent de plus, les étudiants demandent de la méthodologie. Et eux nous apportent une connaissance des corpus qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que on a beau, habiter sur place, apprendre l'arabe, lire de la théologie musulmane ou de la grammaire ou du droit, jamais on maîtrisera les corpus comme eux. C'est impossible. En fait, c'est impossible. Et donc, on a besoin de leur connaissance des textes qu'ils apportent avec une sensibilité particulière. Et donc, moi, j'encourage énormément les chercheurs de passage qui travaillent sur un texte en particulier ou sur une question, de prendre 2-3 heures par semaine pendant leur séjour avec un étudiant musulman qui connaît ces textes et de les lire ensemble. Et ça amène une connaissance qu'ils n'auront jamais autrement. Et donc, on travaille dans un contexte de dialogue. Il y a une tentation à laquelle il est difficile de résister, c'est de faire du dialogue pour le dialogue. Et en fait, si on ne fait pas attention, on tombe dans ce travers, c'est-à-dire qu'on fait de la célébration du dialogue, on va faire des réunions de dialogue. En fait, il ne se passe pas grand-chose dans ces réunions, où on va parler du dialogue, dire qu'on fait du dialogue. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, alors que le gros du dialogue se passe quand on est ensemble à deux, en train de lire ensemble un texte de grammaire classique. Et moi, j'ai mes lunettes analytiques occidentales. L'autre les lit avec son arrière-plan coranique. Il connaît le Coran par cœur, il connaît les commentaires par cœur, et on ne voit pas la même chose. Et c'est absolument fascinant de voir ça. Et je dis ça dans mon domaine, mais c'est pareil dans les autres domaines. Donc le dialogue pour le dialogue, de moins en moins. Et puis, en revanche, la recherche dans un contexte de dialogue, ça,
C'est vraiment le plus intéressant. Alors, petit bémol quand même sur le dialogue pour le dialogue. Et il existe une tranche très très spécifique du dialogue qui est un dialogue institutionnel. Donc typiquement entre le cheikh Ahmed Tayeb et le Vatican et le pape. Là c'est pareil, j'encourage beaucoup les frères à répondre positivement à ces sollicitations parce qu'on est évidemment très sollicité. Il y a actuellement donc 2 frères, le frère Claudio, le frère Amir, qui sont membres du conseil pontifical pour le dialogue et ça leur prend du temps. Moi-même, j'ai fait pendant très longtemps des traductions de toutes ces rencontres, donc en traduction simultanée. Maintenant, je fais partie du comité, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, ça prend du temps sur la recherche, c'est pas ce qui m'enchante le plus, mais on apporte à ces rencontres une connaissance du terrain, etc., ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on répond à ces sollicitations que moi, je range dans la case diplomatico-journalistique, pour dire les choses franchement. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais c'est important. C'est important. Non, mais journalistique n'est pas péjoratif, pas dit ça devant Bénédicte. Mais c'est-à-dire, on transmet, on a des choses à transmettre. Et les gens nous attendent et il faut le faire. Et on ne peut pas se contenter de se faire plaisir sur de la recherche qui est passionnante. Enfin, je pense que ce que disait Michael Marx et ce que disait Augustin Jaumier, ça le montre. C'est des recherches qui sont absolument passionnantes. Et à un moment, il faut quand même répondre positivement quand le pape nous demande d'aller traduire une rencontre, quand il nous demande notre expertise sur ce qui se passe, on le fait, voilà. Mais je dirais, c'est... Et toujours aussi dans l'idée de faire descendre votre recherche dans un dialogue plus de grand public, quoi, parce que je ne vais pas pouvoir lire des textes de grammaire arabe avec grand monde en ce qui me concerne. Est-ce que c'est aussi pour ça que, alors je ne sais pas si c'était la sollicitation s'est adressée à l'IDEO, mais pourquoi des frères participent au groupe mixte de recherche théologique dont parlait tout à l'heure Vincent Feroldi? Je ne sais pas, Vincent, j'espère que c'est pour leurs compétences que tu les as choisis. On peut imaginer. Naturellement, et en particulier... En quoi ça répond là, un souci? Est-ce que c'est un souci aussi de l'IDEO de faire descendre votre travail et de le rendre utile aussi, là, vraiment, pour du dialogue Concrètement, moi, je leur dis, si Vincent vous demande quelque chose, dites oui. D'accord, ok. Ça vous prend du temps, mais si un étudiant vous demande de relire son projet de thèse, je dis à Dominique, s'il te plaît, dis oui. Si un étudiant veut venir rencontrer Michel Cupers pour travailler avec lui sur le Coran, enfin, Michel n'a pas besoin qu'on lui dise, il le fait énormément. Il passe énormément de temps avec les chercheurs et à relire leurs textes. Voilà, donc... C'est ça qu'on essaye de faire à l'IDEO, parce que c'est de répondre positivement aux sollicitations. Je dis aux gens, vous ne nous dérangez pas, au contraire, vous nous donnez l'impression d'être utile. Ce n'est pas nos domaines de recherche, nous on ne travaille pas sur le dialogue. Mais quand on nous utilise parce que vous pensez qu'on a des compétences, et je dis aux frères, vous ne perdez pas votre temps, et aux chercheurs, je dis, vous ne perdez pas votre temps si vous le faites. Or, peut-être, c'est ça qui est nouveau. Je pense que on a eu peut-être, il y a 10 ans, je ne pense pas que Jean-Jacques, mon prédécesseur, je ne pense pas que c'est ça qu'il aurait dit. L'urgence était plus à la recherche, et peut-être il était moins à répondre positivement aux sollicitations de la société civile, pour faire large. Et j'inclus là-dedans le pape, c'est-à-dire... c'est la société civile, c'est pas le monde de la recherche. Et je pense que le souci de Jean-Jacques était plus, si je veux un peu... le pape et les journalistes. Le pape, les journalistes, les diplomates, les ambassadeurs, les conseillers culturels, l'Église de France. Je pense qu'il faut... on perd pas notre temps quand on le fait. Et en fait, il faut être aussi honnête, ça enrichit aussi nos questions, ça enrichit notre approche des choses. Mais je pense pas que Jean-Jacques aurait dit... Enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais je ne crois pas qu'il aurait forcément dit ça. Parce que l'urgence était beaucoup plus de travailler, de lire, et peut-être moins, au sens noble du terme, de vulgariser. Je voudrais ajouter que le partenariat qu'on a avec vous, avec l'IDEO, il y a d'une part les compétences et votre connaissance des sources musulmanes et de la réflexion, et ça c'est évident. Il y a aussi le fait que l'IDEO, c'est pas seulement le Caire. Et donc, dans notre groupe de recherche, l'un est à Ankara, l'autre est en Belgique, en France et au Caire. Et que finalement, que vous viviez dans ces pays différents nous permet aussi de se dire l'islam ne se vit pas de la même façon dans les différentes régions. Et puis, on a la chance quand même d'avoir une revue où certains, je pense à Dominique Avon, contribuent en nous donnant des articles et qui vont aider justement à
à ce que on ne fasse pas que du dialogue pour du dialogue, mais aussi un dialogue qui s'enracine dans une connaissance et une réflexion. Et grand merci. Merci aussi beaucoup.